Dictionnaire Larousse, ça vous dit quelque chose? Larousse, dictionnaire! Moi, quand j'étais jeune, j'allais à l'école, j'allais au primaire, j'allais au préau de même. Chez nous, par exemple, on n'avait pas de Larousse, on avait juste le Robert. Robert, lui, Robert, c'est un vieux Robert, je regardais pas ça, moi j'aimais les comiques. Je disais les comiques, mon père venait me chercher à l'école, je lisais les comiques d'Astérix, Tintin, ces affaires-là, puis là, je lisais ça, puis là, je m'endormais dans l'auto, des fois, je me demande si j'avais pas passé des nuits dans le char. En tout cas, moi, quand je suis arrivé à l'école, il y avait le dictionnaire Larousse. Larousse, là, j'ai ouvert ça, il y avait des images. J'ai ouvert ça, plein d'images, moi, j'étais content, je lisais ça, puis là, à un moment donné, je suis tombé sur quelque chose, un poisson. Mais ce poisson-là, il était laid! Il était laid, vous pouvez pas comprendre. Comment il était laid, le lait. Il était comme tout boursouflé, là. Il était piquant, là, puis il vivait loin! Profondeur abyssale! Ça, ben, creux. Puis, il était laid. J'ai jamais vu un poignet, il faisait noir là-bas. Il y avait comme une antenne, pas une antenne, une lanterne qui poussait sur le nez pour voir en avant de lui pour pas drôle. Mais ce qui était plus surprenant, j'étais surpris quand j'ai vu ça, j'ai regardé comment il s'appelait. Grondin. Je m'appelle Bernard Grondin. Moi, c'est ça. Tu t'appelles-tu Grondin? Ben, tu ris pas, fait que je me suis dit. Moi, j'ai la réputation, en dehors du site, en dehors là-bas, je fais des contes traditionnels, je fais des contes urbains, je fais toutes sortes de contes, je conte des histoires, c'était à droite, à gauche, puis là, mes histoires, habituellement, j'ai la réputation de faire des histoires comme... Ça l'affaire! C'est comme. Il y a plein de délires, ça va à droite, à gauche, ça se tape, c'est mieux, tu tapes la tête au plafond, les dents te tombent, tu jongles avec, puis j'envoie j'ose, envoyer chier, chrétien, pis toute sa gang de morts. Pis pas rien qu'un petit, en tout cas, c'est en tout cas. Mais aujourd'hui, je le ferai pas. Oh, non. Non, mais c'est parce que c'est différent aujourd'hui. Faut vous dire une affaire aujourd'hui, voyez-vous? Je suis nouvellement, depuis 1 lune et 6 jours, papa d'une petite fille. Puis elle est belle. Ce sera pas long. Tu sais, à matin... Tu sais, elle est comme couchée, elle dort un petit peu, elle se réveille, elle a des grands yeux, tout ça. Moi, je la prends, là, puis je la tourne tranquillement sur moi, parce qu'elle dort avec nous autres. On se réveille en même temps qu'elle, pas de danger, on l'écrasera pas de danger. Je la tourne sur moi, sur le ventre, comme ça, puis là, elle est là, puis là, elle se réveille un petit peu, puis là, elle cherche le sein, mais il n'y en a pas. Elle se met à fouiner un peu, elle se gratte un peu, elle l'approche, puis elle vient mettre son nez juste ici, en dessous du bras. Puis là, là, tout son petit poids de plumes sur moi. Ah, c'est bon. Ceux qui n'en ont pas eu, en tout cas. Moi, c'est la première fois, c'est la première. Puis, à cause de cette petite miraculée-là, puis de toute la marde qu'il y a dans le monde en ce moment, il y en a de la marde, hein? Tu fais juste sortir. Ah! Il y a partout de la marde! Ben, ma petite aussi, elle en fait, mais ça, c'est pas là. Mais à cause de tout ça, j'ai envie de vous faire une autre histoire que d'habitude que je suis en train de me dire, puis je me suis dit il y a longtemps, pas si longtemps que ça, en tout cas là, je me dis encore que je vais vous faire un souvenir au lieu d'une histoire. Un beau souvenir qui va me faire me sentir Noël ainsi que vous autres. Ça vous intéresse, ça? Bon, c'est ça, je me dis. Mais, ce souvenir-là, j'en ai dit à mes amis que j'allais faire ça, cette affaire-là. Mes amis ont dit, hey, t'es fou! Ça se raconte pas. Je lui ai dit, quel souvenir? Non, ça se raconte pas. Écoute, tu vas aller dans une cave à 30 pieds en dessous de la terre, quelque part avec une chandelle, un ami, ok, tu peux, mais là, ça se fait pas.
j'ai demandé aux vieux conteurs bretons de la tradition. Ils m'ont dit qu'effectivement, j'avais pas le droit de faire ça. À condition que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Fait que j'ai le droit. Quand j'étais à l'École nationale de théâtre du Canada, j'y suis allé. Pas longtemps, mais quand même. Quand j'étais là-bas, j'ai rencontré toutes sortes de beaux mondes, n'est-ce pas? Y en a-tu ici? En tout cas. Dont un gars qui paraît que c'est son père qui avait écrit le premier roman joual au Québec. C'est pas Michel Tremblay. Ce gars-là, il s'appelait Tristan. On est devenus amis. C'est un gars, il était roux, plein de cheveux. Il avait plein de cheveux, il avait roux, là, avec plein de cheveux, plein de cheveux, là. On dirait qu'il avait une tête en cheveux, en feu de j'ai fini de lire le roman de son père, là, puis en arrière, il y a une image de son père, il y a plein de cheveux, une affaire de famille, il y a plein de cheveux, En tout cas, il a grosse tête. Ce gars-là, Tristan, il m'a fait découvrir Montréal underground. Moi, je viens de Thetford. La seule affaire underground qu'on a chez nous, c'est le trou de la mine. Il m'a amené de pas loin d'ici, je pourrais pas vous dire exactement où est-ce que c'est, puis je me rappelle plus trop. C'était le soir, la nuit, ça fait un bout, je sais pas trop où est-ce que c'était, mais on est descendu quelque part, il faisait noir la nuit, puis pourquoi c'était ouvert à cette heure-là, je sais pas trop. On descend là, c'était d'un sous-sol à un autre sous-sol, creux, puis là, on arrive là, dans une espèce de petit magasin, avec des murs pleins de rideaux noirs, des posters de groupes VV Metal, le monde qui était là, tout habillé en noir, pas un sourire, pas tout. Moi, j'étais là, moi, Thetford. Pourquoi il m'amène là, lui? C'est son monde, et moi, je suivais, moi. Puis là, il m'a acheté un T-shirt. Un T-shirt, c'est une photo que Dali a faite. C'est une gang de femmes tout nues. Ce sera pas long. Toutes les femmes tout nues à mancher pour que de loin on pense que c'est un crâne de mort. T'as reconnu les femmes, là, hein? Puis après, il m'a fait acheter un disque. Puis tout le tour de la pochette, c'est des gencives avec des dents. Puis quand tu prends le disque, tu le regardes, on dirait que c'est une grande gueule qui va t'avaler. Puis cette musique-là, là-dedans, c'est comme... c'est du industriel dark. C'est un groupe allemand. En tout cas, je vais vous faire un bout, là. Albamensch. Albamensch. En tout cas, avant que je compte, lui, il nous a fait la version anglaise. Halfman, ça s'appelle. Mais là, ce qui est important, vous comprenez ici, c'est que le T-shirt, le disque, c'était déjà quelque chose de prémonitoire à ce que je vais vous raconter plus tard. Vous allez comprendre le souvenir que je m'en viens à bateau. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les paroles que j'ai apprises juste la semaine passée sont prémonitoires de ce que je vais vous raconter, de mon souvenir qui est arrivé à ce moment-là, plus tard. Comment comprendre que la vie s'organise pour arriver à quelque chose, puis c'est juste quand ce quelque chose-là arrive que tu vois que tout était comme préparé. La vie, c'est bien bizarre. Les poètes, ils disent, il n'y a pas de hasard, il y a juste des rendez-vous. À quel point ça devient ça, on ne sait pas trop, mais c'est troublant. Où je t'ai rendu. Où je t'ai rendu. Ah, Tristan, oui. Comme moi en ce moment, il y avait bien de la misère à vivre. Mais pas à vivre, moi en ce moment, c'est juste la misère à retrouver de mon texte. Tristan avait bien de la misère à vivre. Puis ça, on peut pas l'oublier, il s'est suicidé. Pourquoi il s'est suicidé? Pourquoi? Tout le monde dit qu'on connaît quelqu'un qui s'est peut-être suicidé. Je veux dire, qui s'est suicidé, en tout cas, pour vrai, mais peut-être que vous autres, vous vous souvenez de quelqu'un qui s'est suicidé. Vous me suivez? C'est troublant tout ça, parce qu'il s'est suicidé. Puis pourquoi il s'est suicidé, on ne sait pas trop. Tu sais, il y en a qui laissent une lettre. Puis cette lettre-là, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Parce qu'il y a le vase en dessous, le vase il est plein de quelque chose qui fait déborder la goutte, puis qu'on pense que cette raison-là, c'est celle-là, mais c'est pas vraiment celle-là. C'est tout ce qui est en dessous. Tiens, ouvre la lumière, Marie-Hélène, ouvre la lumière. Ouvre. Toi, regarde, toi, là, tu me vois-tu, là? Oui, tu es comme ça, là. OK? Dis-moi quel journal tu lis. Donne-moi une mauvaise nouvelle.
Tu es allé aujourd'hui? Hein? Ben, c'est ça. Et quelqu'un d'autre, toi? Qu'est-ce que tu lis? La presse. Donne-moi une mauvaise nouvelle! Qui? La guerre en Irak. OK, ferme la lumière! Sais-tu pourquoi il y a une guerre en Irak? Pour vrai, la vérité? Qu'est-ce que la presse t'a dit? Qu'est-ce que t'as appris? Ben, à qui appartient la presse? Hein? Depuis qu'on est tout petit, qu'on grandit, pis qu'on nous élève dans la ouate de pas savoir la véritable affaire sur toutes les affaires, puis on nous arrange ça pour que... la ouate, hein? Puis quand on arrive quelque part dans notre vie pis qu'on fait face à la vraie vérité, qu'est-ce que tu penses que ça nous fait? Hein, pas ça. Je vais vous conter une petite histoire traditionnelle, juste pour que vous compreniez, vous raccourcir l'histoire, vous allez voir. C'est l'histoire d'un gars, il est amoureux. T'es-tu avec ton chum? Bon, tu me permets? C'était une histoire d'un gars qui est amoureux d'une fille, comprends-tu? Il l'aimait. Puis là, il va voir son père pour lui demander la main de sa fille, puis le père, il dit non. Tu te marieras pas avec ma fille avant que tu aies trouvé la vérité. Le gars part. Il va, puis il veut l'aimer, puis il veut la marier. Fait qu'il part de ville en village, partout. Il fait, j'ai raccourci l'histoire, il arrive quelque part. Où il y a un gars qui dit, ah, s'il y aurait quelqu'un qui sait où est-ce qu'est la vérité, ça serait la vieille femme qui vit là-bas. Ah, il va. Rendu là, c'est une caverne. Une vieille femme qui sort de la caverne. Mais vieille, mais laide. Vieille, toute boursouflue, des pustules. Elle est malade, elle a la lèpre, elle pue, elle nausée, elle bonde. Ça se peut plus, puis tout le monde la rejette, personne ne veut la voir. Elle est tellement vieille, tellement ridée qu'entre les rides, que les poux se promènent, puis meurent de faim. Vieille. Le gars, il se tient quand même un petit peu loin de la vieille femme, puis il dit toute son histoire, puis il demande où est-ce que la vérité pourrait être. La vieille a dit, oui, je le sais. C'est moi qu'a dit. Le gars est un peu surpris. Mais il est content parce qu'il a trouvé la vérité. Puis là, il va aller dire à tout le monde, puis il va pouvoir marier la fille. Mais 3 pas, la femme l'arrête, puis elle dit, ah, attends, dis-leur que je suis belle. Ouais. Ben, Tristan puis ben du monde, peut-être qu'ils ont découvert la vérité de ce monde. Puis lui, ses histoires d'amour qu'il me contait, d'avec une juive qui aimait comme ça se pouvait plus, puis elle pouvait pas se marier avec, ni sortir avec, parce que la famille voulait juste qu'elle soit avec un juif. Fait que ses histoires d'amour, c'était exactement ça. Ses histoires d'amour, c'était comme une tête de mort avec des femmes qui riaient de lui. Moi, tout ce que je pouvais faire avec Tristan, c'était devenir son ami. Puis on est devenus amis. C'est de l'écouter me raconter ses affaires. Mais la vie a de ses détours, qu'à un moment donné, il a fallu que je déménage à Québec pour un projet de théâtre qui a foiré. On s'est perdu de vue pendant quelques années, Tristan puis moi, jusqu'à ce que j'étais à Limoilou. Ça n'a rien à voir. J'étais à Limoilou, je marchais, j'étais pas bien dans ma peau. J'étais vraiment pas bien dans ma peau. Je marchais, tu sais, des fois dans ta vie où t'es pas bien dans ta peau, que tu vois, il y a comme personne autour de toi parce que tu marches dans le vide, tu regardes juste à l'intérieur de toi, tu regardes la terre, puis tu... Ben, OK? Je allais au casse-croûte chez Pierrot, puis casse-croûte chez Pierrot, c'était comme plus un casse-solitude qu'un casse-croûte. Même si je me sentais croûte, quand même. J'allais là parce que ça me faisait du bien d'aller là parce que les serveuses, c'était pas des serveuses ordinaires. C'est pas des serveuses que vous pensez qu'il va vous dire qu'ils sont belles. Non. C'était des matantes fines. Puis des matantes fines qui te servent ta poutine, puis qui te parlent, puis que ça te donne le goût tout d'un coup parce qu'elles sont tellement fines que ça donne le goût à un brin de répondre un peu. Puis là, ça te fait comme du bien parce que ça fait un bout que t'as pas parlé à personne, puis t'es pas capable. Puis là, tu viens de parler, puis ça t'ouvre, ça fait du bien. Des relations humaines, tu sais. Un petit brin. Fait que tu sors, la poutine, t'es bonne, puis tu t'en vas. Je m'en suis allé chez nous, dans ma petite chambre en haut, où est-ce qu'il y a des petites fleurs bleues dans le vitrail de la vitre. Puis je me suis couché.
Puis c'est là que je me suis comme endormi, mais pas complètement endormi. Tu sais, il y a un temps entre l'endormi puis le réveillé, là. C'est pas le rêve, mais c'est comme un temps où est-ce que le cerveau n'a pas le moteur. T'es comme en contact avec quelque chose, tout est normal. Puis là, je me suis mis à ressentir comme une présence. Puis j'ai compris que c'était Tristan qui venait me voir. C'était pas un autre esprit, c'était pas un rêve, c'était vraiment Tristan, puis c'était comme normal. Il n'y avait pas le petit cerveau qui venait dire « ça se peut pas, ça se peut pas ». J'avais dans un état où tout était normal. Puis là, je me suis mis à ressentir Tristan, comment il se sentait. Je m'ouvrais à lui comme on rencontre un ami. Puis il était pas bien dans sa peau, non, mais pas du tout. Il était angoissé. Il angoissé pas rien qu'un peu, parce qu'à mesure que je ressentais qu'est-ce qu'il était, que je goûtais ce qu'il me donnait, ça goûtait pas bon, c'est de plus en plus angoissé, puis moi, je commençais à me ressentir angoissé, puis l'angoisse me prenait, puis venait me faire sentir ce que lui, il se sentait. Puis c'était comme si j'entendais dans les silences qu'il y avait quand même, comme un hurlement qui grandissait à mesure que l'angoisse grandissait. Tristan était mort, je le comprenais à ce moment-là, puis il était venu me voir, il avait fait le voyage Montréal-Québec pour venir me voir dans cette mort-là qu'il vivait. Puis c'est une angoisse qui arrêtait pas de grandir. Tu sais, dans la vie, quand tu te sens angoissé, tu peux prendre la tarte au sucre, tu peux aller prendre un coup, baiser, aller casser la gueule quelque part, tu peux devenir schizophrène, il y a une fuite possible, hein? Mais lui, où est-ce qu'il était de l'autre bord, il n'y avait plus de fuite possible, il y avait juste une possibilité de grandir indéfiniment. Puis l'angoisse grandissait, puis moi, j'étais en contact avec ça, je ressentais, je vivais, j'étais écrasé par cette angoisse-là. Puis tellement écrasé qu'à un moment donné, je me sentais tellement mal que j'ai commencé à avoir peur. Peur de mourir. Les vieux conteurs bretons m'ont appris plus tard que oui, effectivement, si tu prends contact avec un esprit malsain, c'est pas que Tristan était malsain, c'était son angoisse, son état qui était malsain. Puis il n'arrivait pas à s'en sauver, à s'en sortir lui-même. Puis moi, je ressentais ça tellement que oui, ils m'ont dit que tu pouvais mourir, à être emporté par. Fait que moi, tout ce que je pouvais faire, c'était en train de mourir, d'être comme en dessous de l'eau, écrasé. C'est comme, pour faire comprendre, c'est exactement comme un ami m'a parlé la semaine passée, c'est comme le trou noir dans l'espace. Le trou noir, il avale tout ce qu'il peut avaler, puis là, il grandit en même temps par l'intérieur, en diminuant de volume, il grandit de densité. J'étais en train d'être avalé comme un grand tourbillon d'angoisse de vide qui s'avale lui-même, qui grandit à l'intérieur. Puis moi, j'étais diminué, puis écrasé, puis empaqueté, puis squeezé, ça n'arrêtait pas. Je me sentais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Puis au moment, comme 1 ou 2 nanosecondes avant d'être tué par cette affaire-là, il y a quelque chose en moi, quelque chose, une force, comme jamais j'en ai pu ressentir dans toute ma vie, une force agressive, violente, qui a comme explosé, qui a fait comme juste avant que je meure, une espèce de... Non! J'ai tout repoussé l'angoisse. Puis en même temps que je repoussais mon angoisse et celle de Tristan, il y a quelque chose qui s'exprimait de moi, tout de suite qui est sorti de moi, qui s'est comme exprimé, donné, qui s'est offert à Tristan. En disant, il n'y a pas l'hostifie d'angoisse dans la vie, qu'il n'y a pas juste ça. Goûte à ça, goûte. C'était comme de la joie, du bien-être. Quelque chose de tout petit que j'avais été chercher loin dans de moi, puis que j'avais donné, puis ça s'est fait tout seul. Pas de moi qui pensait, ça se faisait tout seul. Tristan, peut-être parce que j'avais été ouvert à lui, était ouvert à moi. Il l'a pris, ça. Ça s'est mis à grandir. Ce petite joie-là, cette petite fleur-là, ça s'est mis à grandir comme il y avait de l'espace pour grandir. Puis on s'est mis à se sentir bien toutes les deux, Tristan puis moi. Comme m'abandonner à quelque chose de bon, où on se sent bien. Dans un grand silence, comme 2 rois tranquilles sur 2 trônes de silence. Ça a duré comme ça. Je ne sais pas combien de temps, mais on était comme amoureux. Puis il se sentait bien, il n'y avait plus d'angoisse. Puis là, il y a un mot qui est sorti de moi. Le mot qui est sorti, ça a été « continue ». Je savais comme que ça continuait
Avec qui, où, comment, je ne savais pas. Krishna, Bouddha, Saddam, je m'en foutais. Ça ne me disait rien, c'était juste que je savais que ça continuait. Tristan, il s'est comme levé, puis il est parti doucement. Avec ça, le bien-être qui était. Puis il est parti. On s'est comme salué. Puis je me suis pas réveillé, mais je suis venu comme plus conscient dans ma tête. Puis je me suis mis à me demander comment ça se fait que j'avais pas eu peur. Je venais juste de venir proche de mourir, je venais de prendre contact avec un fantôme, puis je comprenais pas pourquoi j'avais pas eu peur. C'était comme un accident qu'après tu trembles. Puis je me suis endormi, probablement. Le lendemain, le téléphone a sonné. C'était Yvan Bienvenu qui m'appelait pour me dire que Tristan Renaud s'était suicidé, qui s'était pendu dans la shed en arrière. Je le sais que j'ai dit à Yvan, il est venu me voir. Je comprenais que mon cerveau du jour arrivait même à comprendre à ce moment-là que ce que j'avais vécu durant la nuit, c'était pas une joke, c'était pas un rêve, c'était pas une illusion, c'était du vrai. Puis je comprenais que ça continue, comme je sais aujourd'hui que ça continue après. Mais ça continue pas comme on pense que ça continue. C'est nous autres qui continuons dans l'état où est-ce qu'on est quand on passe. Fait qu'on est aussi bien de se sentir bien. Ce souvenir-là, je l'ai raconté à ma mère. Après une nuit d'angoisse, de suicide, oui, et de cancer et de souffrance, elle était malade à l'hôpital, puis c'est une nuit où elle aurait voulu mourir comme ça se peut pas, puis même pas l'amour de ses petits-enfants, même pas l'amour de Jésus, Dieu, tout ce qu'elle avait appris, tout ça servait à rien. Elle avait juste vécu un vide qu'elle m'expliquait comme un vide d'angoisse que j'avais vécu avec Tristan. C'est comme si ce qu'elle vivait, c'était toutes les saints dans les religions, ils vivent ça. Même Jésus, à la fin, il a dit « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Comme si tous nous autres, les humains, on avait à vivre ça à un moment donné, ce vide-là. J'ai raconté à ma mère l'histoire avec Tristan. Elle m'a dit que j'avais été chanceux de vivre ça. À ses funérailles, j'ai voulu rendre hommage à ma mère de la vie qu'elle m'avait donnée puis de la possible liberté de m'exprimer grâce à la vie qu'elle m'avait donnée. Je suis monté sur scène à l'église, j'ai pris le micro, j'ai pris des petites cloches qu'on sonne pour que le monde se mette à genoux. J'ai commencé à taper là-dessus, faire de la poésie africaine qui dit « Birago Diop, la mort n'existe pas », etc. Puis j'ai chanté, fait comme une espèce de jam avec des amis musiciens, tu sais, mais tout seul sur la scène, puis le curé... Puis là, j'ai raconté l'histoire de Tristan, puis là, le curé encore plus, puis la parenté, mon oncle, puis il se sentait mal, que c'est ça, Mais après, il y a des vieux mononcles, des vieilles matantes, des plus jeunes qui sont venus me voir, me raconter des propres affaires qu'ils avaient vécues eux autres aussi, avec des morts ou etc. Puis qui n'auraient jamais osé raconter, qui me disaient parce qu'ils avaient peur de passer pour fou. Aujourd'hui, quand j'en pense à ce que j'ai vécu avec Tristan, c'est drôle, je le comprends depuis juste quelques jours. Ce que j'ai vécu, c'est comme dans la chanson. La chanson prémonitoire, Alba Mensch, Halfman, moitié d'homme qui vient en hurlant dans la nuit. C'est exactement la chanson que j'ai appris par lui la semaine passée. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que moi, moitié d'homme, avec une autre moitié d'homme, on en a fait juste un. Puis aujourd'hui, grâce à ça, ce que j'ai vécu, je me sens comme en confiance dans la vie. Je sais ce qui vient après, quelque part, puis je sais que ça continue, puis je me tiens éveillé. Un homme debout qui parle. Je voudrais remercier Tristan, puis souhaiter joyeux Noël. Puis joyeux Noël aussi à tous ceux, les autres ici présents. Puis joyeux Noël à vous autres et tout.